Commerce. Nous avons avec nous Florent Biriotti, qui est le directeur général de Pipeline. Nous Salut. avons aussi Xavier Mondy, qui lui est le directeur de Filias Cloud et aussi MFC, si je ne me trompe pas. MFC, c'est bien ça. MFC. MFC, c'est bien ça. Et nous avons avec nous aussi Grégory Avril, qui est aujourd'hui à la tête d'une franchise qui s'appelle Vapotech. Voilà. Donc les conséquences de la TPD sur le commerce, en fait, moi, c'était une des vraies questions que je voulais me poser. La TPD sur le commerce, c'était surtout en fait pour les primo-accédants, pour les consommateurs, pour les fumeurs. Est-ce que vous avez vu, en fonction de vos secteurs d'activité, vous, des différences en fait en termes de propositions ou en termes de recrutement? Parce que quand on parle de recrutement, on parle de conversion des fumeurs pour les faire passer à la vape. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun dans votre secteur, vous constatez en fait une influence de vapoteurs ou est-ce que vous constatez en fait une influence de fumeurs? Florent, toi de ton côté avec tes magasins, comment tu vois les choses? Exactement. Et la vision boutique, c'est que pour nous, rien n'a changé côté fumeur. C'est-à-dire que clairement, dans nos quartiers, là où on est implanté, on agrège du trafic de gens qui fument une fois sur deux quand on leur parle de ce qu'on fait. Ils viennent au magasin et rien n'a changé. C'est-à-dire que la cigarette n'a pas évolué depuis 60 ans ou 100 ans. Enfin, j'exagère un peu. Ils ont rajouté des arômes dans les cigarettes. Mais techniquement, la cigarette n'a pas beaucoup changé. On a tous arrêté de fumer il y a 5 ans ou plus. Pour toi, ça fait 10 ans. Mais en gros, entre 10 et 5 ans, pour tous les pros qui sont ici, on a tous arrêté avec des égos, avec des liquides en 18 ou en 12, pour la plupart. Donc pour nous, rien n'a changé parce que le matériel a beaucoup évolué. Les liquides ont peut-être un peu évolué vers un peu plus de glycérine végétale, mais nous, on vend toujours des liquides saveur tabac principalement au primo. Et par contre, on voit effectivement une demande différente des gens qui évoluent dans ce milieu et qui notamment utilisent ce qu'on appelle l'inhalation indirecte, donc qui consomment beaucoup plus de liquide et qui se retrouvent face à une problématique par rapport aux 10 millilitres que nous impose la TPD. Et les solutions qu'on voit sur le marché aujourd'hui de grands formats en zéro avec un boost répondent très bien à cette catégorie-là de personnes. Mais encore une fois, nous, on ne constate pas que c'est la demande principale. La demande principale reste: j'aimerais arrêter de fumer, comment je fais? Et aujourd'hui, on leur vend des matériels avec un airflow assez serré, bon, c'est un peu technique, mais avec un matériel qui ressemble à une cigarette. Et nous, on n'a pas vu un grand changement et on n'a pas une baisse de trafic dans nos boutiques. Voilà. Ok, et toi Xavier qui est sur un secteur un petit peu plus high-end on peut dire, hein, vraiment aujourd'hui qui touche une population bien particulière d'utilisateurs, comment tu vois les choses en fait vis-à-vis de cette TPD? Tu as vu du changement finalement? Je pense que tu es vraiment là où peut-être là en fait où il y a eu le moins de changement, peut-être, non? Ou je me trompe? Alors en fait, on voit effectivement, enfin je suis d'accord avec Florent sur le fait des primo-accédants, où en fait on a vraiment, ça n'a rien changé pour eux en fait, parce que ils ont toujours vapé du 10 millilitres et ils vapent encore du 10 millilitres. Donc ils n'ont pas vraiment il n'y a pas de changement pour eux. On observe vraiment un changement effectivement chez les gens qui ont déjà 2-3 ans de vape et qui effectivement, le passage aux 10 millilitres, comme le disait Florent, quand on vape en inhalation directe, où on a quand même des gens qui vont vaper entre 20 et parfois 50 ml par jour. Quand on achète des 10 millilitres, ça commence quand même à chiffrer en termes de budget. Donc ces gens-là, en fait, passent sur des liquides en 0 mg de nicotine qui vont booster avec un NicoBoost. Mais clairement, ça reste une portion très infime des vapoteurs qui utilisent ce type de choses, où ils font également du dye, parce qu'il faut en parler. Enfin, je le vois parce que je suis un peu également en boutique physique, il y a de plus en plus de gens qui se mettent au dye. Mais c'est des gens qui ont déjà plusieurs années et qui vapent en très faible taux de nicotine. Donc on est entre 0 en général et 3 mg de nicotine, ce qui n'est pas du tout adapté à un primo-accédant, quoi. Toi Grégory, quelle est ta lecture depuis ce changement? J'ai les mêmes retours. On n'a pas vraiment de changement au niveau des fumeurs. Ils viennent toujours autant. Je dirais même que la TPD, ça les rassure quelque part. Quand ils nous disent oui, mais vos produits, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc tout ce qui est DML notifié, on a une obligation d'analytique, c'est quand même hyper rassurant. Et du coup, ils viennent avec plus de facilité. J'ai même tendance à dire que j'ai plus de gens qui viennent depuis l'application de la TPD pour arrêter de fumer.
En ce qui concerne les clients qui sont là déjà depuis un petit moment, c'est clair que le DML, ça les embête. Donc forcément, les formats boostés, c'est une bonne solution. Mais bon, c'est vraiment limité, effectivement, une petite clientèle. On arrive à avoir des marques qui arrivent à faire jusqu'aux 6 mg de nicotine. Mais après, au-delà, c'est compliqué quand même. Alors justement, cette TPD, rassurer le consommateur, etc., on voit les contournements de la TPD. Vous parlez justement de ces produits boostés, nicotinés. C'est un sujet qui a été abordé hier, c'est un sujet qui a encore été abordé aujourd'hui. Et beaucoup se plaignent en fait dans la populace, en fait, qu'elle soit professionnelle ou scientifique, en disant que d'une manière générale, aujourd'hui, l'offre en boutique est une offre qui est 100%, pas 100% ou 80% en fait orientée high-end ou vapoteur et absolument pas orientée fumeur. Qu'est-ce que vous répondez à ça en fait? J'aimerais bien avoir votre avis parce que Oui, je pense que là, c'est très réducteur à un moment si vous voulez. Donc je sais pas, en fait, ça peut pas concerner forcément tout le monde, j'espère. Donc comment vous fonctionnez vous vis-à-vis de ça? Bon, très clairement, en mettant les pieds dans le plat, la TPD devait réguler aussi la pléthore de produits qui arrivaient sur le marché. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucune régulation. Tout le monde sort ses jus à booster. Quelque part, ça peut être rassurant aussi pour faire une nouvelle gamme, pour tester un petit peu le marché. Mais bon, toujours dans une optique, en tout cas pour nous, de notifier derrière. Et pas d'attendre 6 mois pour voir le retour client. Mais c'est vrai que très honnêtement, moi en tant que distributeur, j'en ai un petit peu ras-le-bol de voir la pléthore de nouveautés qui arrivent chez les grossistes en ce moment. Et je trouve ça vraiment même limite étouffant. Toi, Florent, du coup, ça se passe comment chez Pipeline? Moi, comme je te disais, je constate pas du tout 80% de produits high-end. C'est pas ton offre en tout cas. Ah, c'est pas du tout mon offre. Et nous, on voit ce qui se passe sur le marché. Et évidemment, on peut que être alerte là-dessus. On réfléchit autour de ça. Nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que, je prolonge un petit peu ce que tu disais, c'est ce qui nous chiffonne un petit peu, c'est que la TPD était là effectivement pour réguler, pour nous obliger à montrer sur le papier ce qu'on faisait. Et je rejoins aussi ce que tu disais pour aider les fumeurs aussi à y venir. Parce qu'à force d'entendre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, nous, on s'est dit, bon, TPD, finalement, c'est un petit peu l'avènement de... On a essayé depuis le début de faire attention aux arômes qu'on choisissait. On n'a jamais utilisé de diacétyl, d'acétylpropionil, alors qu'il y en a dans 90% des liquides étrangers. De la sucralose, des trucs qu'on voit arriver aujourd'hui. On a toujours fait cet effort de ne pas le faire. Et aujourd'hui, on entend même des gens se targuer de dire « Moi, il n'y a plus de diacétyl dans mes juices ». Et les gens s'extasiaient de ça. Mais nous, on n'en a jamais mis. Alors c'est vrai qu'on ne cherche pas la lumière de la communication sur ce sujet parce que nous, c'était une évidence quand on a commencé chez Pipeline, tous, que ce soit l'Allemagne, la France et tous les partenaires un peu partout en Europe de Pipeline, c'était de proposer quelque chose de rassurant pour nous aussi en tant que distributeur. Moi, je ne venais pas de l'univers du commerce, je n'achetais pas des produits pour les revendre, j'étais dans des grandes entreprises. Et le côté sécurité sanitaire et manque de régulation me posait un problème pour démarrer. Et c'est en réfléchissant autour de essayer toujours de faire le mieux de ce qu'on connaît. Si on fait des conneries, on recalibrera, on changera. C'est vraiment notre mentalité. Aujourd'hui, ce qui nous inquiète vachement, c'est de voir qu'effectivement, on a tout notifié. On a fait que du DML en début d'année. On a arrêté le 50 ml, sauf en zéro. Et que finalement, il y a un gros contournement de loi qui est de dire faisons des biberons avec un booster à part, etc. Et en gros, ne notifions rien, c'est-à-dire notifions simplement un liquide sans arôme. En gros, aujourd'hui, la conclusion de ça, c'est que, je ne dis pas que tous les biberons nicotinés sont sales, mais on n'en sait rien. On est revenu à avant TPD. Pour moi, la situation du liquide et du sanitaire des liquides dans les boutiques aujourd'hui est pire qu'avant TPD. C'est une évidence pour nous. Donc nous, notre direction, c'est de dire on comprend ce besoin sur le marché d'avoir du 3 mg en grand volume pour les gens qui consomment beaucoup, mais ce n'est pas pour ça qu'on va sortir des nouveaux liquides que nous, on va faire plus salement qu'avant. C'est-à-dire qu'on va toujours en amont faire attention que nos arômes ne contiennent pas de saloperie. Et si on fait des biberons demain, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais qu'on risque de faire très prochainement, on le fera dans nos conditions sanitaires. Et il est hors de question de commencer à proposer des choses qu'on ne faisait pas avant, du diacétyl, custard, amore, machin, pour vendre. Enfin, si c'est ça le marché, on arrêtera. Mais en tout cas, on ne constate pas aujourd'hui, on ne sent pas de menace dans nos boutiques. On voit par contre ça sur les réseaux sociaux, sur le web, chez nos clients. Mais en boutique, comme tu le disais, rien n'a changé. Les fumeurs savaient pas quand ils rentrent dans nos boutiques, en général, ils n'ont pas d'approche de l'e-cig.
Donc on les informe, on les éduque, on leur permet de choisir quelque chose qui est adapté à eux. Et très souvent, ils finissent avec du 12. Enfin, quelqu'un qui fume un paquet par jour va pas en 6 pour démarrer. Ou souvent, c'est aller à la facilité, de lui dire bah, tu tousses ou ça te pique la gorge, donc prends du 6, mais ça échoue. C'est-à-dire que la personne n'a pas son compte en nicotine, donc il faut bien du 12, il faut bien du 18. Donc nous, on a notifié beaucoup de 12, beaucoup de 18, parce que c'est un outil de travail essentiel au quotidien. On ira sur les biberons, mais on fera les choses proprement comme toujours. Voilà. On ne s'accordera pas de mélanger des arômes sans faire un test en labo, sans nous certifier que ce qui est dedans est bon, comme on le faisait déjà avant la TPD. En fait, on n'a pas attendu la TPD pour ça. Et j'ai même envie de dire le problème est beaucoup plus large parce que on a tendance à ignorer dans la vape, on dit que c'est nouveau, qu'on ne sait pas, etc. Il y a plein de choses qu'on sait et que personne ne respecte. Et je peux vous donner un exemple simple, c'est la norme CE. Avant la TPD, il y avait la norme CE. Tous nos produits doivent être CE, tous nos produits doivent être identifiables. On doit savoir qui fait rentrer les produits en Europe. Aujourd'hui, quand vous achetez une Pico chez un des multiples grossistes, vous ne savez pas d'où elle vient. Vous ne savez pas prouver que ce produit vient de X ou Y. C'est un gros problème. C'est un problème encore plus grave pour les accus, qui aujourd'hui, pour les professionnels qui regarderont cette conférence, vous n'êtes pas assuré quand un accu pète et qu'on ne sait pas le tracer. Vous pouvez expliquer la différence entre CE et China Export? Pardon, CE, c'est Communauté Européenne. Ce sont des règles Après, établies. il y a le China Export qui est un logo en fait qui est déformé, détourné pour pouvoir faire rentrer. Oui, c'est pas parce qu'un Chinois a écrit CE sur un packaging qu'effectivement c'est conforme aux lois européennes. Il y a des lois sur la distribution du matériel électronique qui existent pour Pioneer, Sony, etc. et auxquelles on ne coupe pas dans la vape. Ce sont des produits électroniques qu'il faut labelliser, qu'il faut faire passer par des instituts qui vérifient que les normes sont bien appliquées. Et là, on peut apposer un logo CE. Avant, on avait CE et ROHS, je connaissais bien ça. Aujourd'hui, c'est englobé dans la norme CE. Ça, c'est absolument pas respecté dans la plupart des cas de ce qui se vend en France. Donc nous, par exemple, chez Pipeline, on a toujours fait ce travail. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi on refaisait des packaging, pourquoi on brandait nos produits à notre marque. Évidemment, il y a un effet marque. On a des boutiques qui s'appellent Pipeline Store. On veut vendre du matériel Pipeline essentiellement, même si on vend aussi les produits de nos partenaires, Typhoon, Steam Pipes, etc. et parfois des produits chinois. On est très exigeant avec les boîtes chinoises. Je vais vous donner un petit exemple. La Relo, chez nous, elle n'est pas brandée Relo, elle s'appelle, Pipeline, elle s'appelle la Wismec Relo. Mais en dessous, il y a un petit P translucide qui permet juste de savoir que les gens l'ont acheté chez nous. Donc, en SAV, quand on vient de me ramener une box, je regarde en dessous, je sais si elle vient de chez nous. Si une box pète, elle vient de chez moi, c'est indiscutable. Si tu achètes tes relos chez 3 grossistes, il y en a une qui pète, ils se diront tous attends, tu l'as pas acheté chez moi, tu peux me le prouver? Il n'y a pas de numéro de batch, il n'y a pas de numéro de lot, ça choque personne. Donc le numéro de lot, c'est obligatoire, le CE, c'est obligatoire, la poubelle barrée, c'est obligatoire. Et sur les accus, c'est un drame. Aujourd'hui, tout le monde vend des accus nus, ce qui est totalement illégal et surtout irresponsable par rapport aux assurances. C'est-à-dire que votre client sera assuré, votre assurance paiera pour votre client qui aura un dommage, mais elle se retournera contre vous et jamais contre le fournisseur. J'ai un contrôle DGCCRF d'ailleurs à ce sujet-là. Parce que j'ai un de mes clients l'année dernière, au mois de juillet, qui s'est fait péter 2 accus MXGO dans la poche parce qu'il avait des MXGO. pièces dans sa poche. Donc c'est un client qui savait, on l'avait prévenu de ne pas faire le con et il nous en a pas voulu, il n'a pas porté plainte, sauf qu'il s'est fait greffer au niveau de la cuisse. Donc une grosse greffe, tout l'intérieur de la cuisse. Et du coup, j'ai eu un contrôle des GCCRF parce que bon, à l'hôpital à Bordeaux, ils ont dit où est-ce que vous avez acheté ça? Chez Vapotech à Mont-de-Marsan. Donc ils sont venus. Donc ils ont regardé les accus. Donc ils ont regardé les MXGO, d'où ça vient. Ils ont regardé où est-ce que je les avais achetés. Je ne vais pas citer le fournisseur. Il dit est-ce que je peux avoir contact avec le fournisseur? Ils les ont appelés. Et le gars de la DGCCRF a dit au gars d'où viennent vos accus? Est-ce qu'ils sont bien certifiés? Tout ça. Comment? Mais il dit vous êtes grossiste ou vous n'êtes pas grossiste? Vous devez avoir des certificats d'import. Ils ne sont pas aux normes. Il vous manque tout un tas d'indications sur vos accus. Mais comment ça? Bref, j'ai eu interdiction de vendre des MXGO et j'ai toujours pas l'autorisation de le faire. J'ai interdiction de vendre des Samsung, j'ai interdiction de vendre tous les accus, sauf les FS. J'ai juste... Oui, parce que... Ça pète autant les non, FS que les... je suis d'accord, mais au moins, il y a les normes obligatoires dessus sont notées. C'est le minimum vital. Et lui, il m'a interdit tout autre accu. Donc effectivement, tous les autres sont faits pour être vendus en vrac, pour mettre en série dans des batteries Je d'ordinateur. te présente ta nouvelle marque d'accu. Enersig. Voilà une vraie marque d'accu sérieuse. C'est-à-dire que là, vous reconnaissez parfaitement que c'est un Samsung INR25.
On peut pas te bluffer, c'est pas rebrandé comme MXGO ou FS Purple. Et dessus, tu as toutes les indications nécessaires à ta sécurité, parce que tu connais la décharge, tu connais le nombre de milliampères, tu connais la date de fabrication. Donc tu connais la fraîcheur de ton accu, ce qui est complètement aujourd'hui hasardeux chez un grossiste. On peut te refiler un stock d'il y a 6 mois ou d'il y a 2 ans. Et tu as aussi évidemment la norme CE, recyclage, pour lesquels on paye, parce que ça aussi c'est un autre loup de la vape. Nous payons 4 instituts de recyclage pour les déchets qu'on crée, évidemment, quand on rend des produits sur le marché, on fabrique des liquides en Europe, on paye le recyclage pour les bouteilles vides en 3 parties, bouchons, pipettes et flacons. À éco-emballage, on paye le recyclage des accus, donc que ce soit des iStick avec une batterie intégrée, il y a un accu dedans, il faudra un jour qu'il soit recyclé, et c'est une chimie particulière, c'est un déchet toxique, donc on paye Corépil pour ça. Et il y a un troisième institut qui est la D3E pour tout le reste, c'est-à-dire que tous les déchets en hors accu et hors packaging de liquide doivent être effectivement acquittés auprès d'un institut. Ce qu'on fait depuis 2012, date de la création des sociétés en France, et qui aujourd'hui n'est pas un sujet qui sensibilise du tout le marché de la vape. Beaucoup ne déclarent pas. C'est une conséquence de la TPD en fait. C'est-à-dire que la Non, TPD, pas c'est du une tout. espèce d'écran de fumée. En fait, depuis le départ de la vape, tu dois avoir sur ton site internet ou dans ta boutique une DEE, comme quand tu achètes un lave-vaisselle chez Darty, quoi. Tu le payes, c'est le client qui le paye et toi, tu dois reverser à l'organisme l'argent. C'est ton rôle d'entreprise d'être proactif d'un point de vue recyclage. Et ça, c'est obligatoire. Ça n'a rien à voir avec la TPD. Mais il y a 1% des shops qui le font en France, quoi. Ouais, mais quand je disais c'est une conséquence de la TPD, en fait la TPD est un espèce d'écran de fumée en fait qui permet peut-être de s'absoudre d'autres choses en fait réglementaires et obligatoires en se disant c'est bon. On sent même Mais avant. même Mais avant TPD, ce que je veux dire, c'est que c'est encore pire dans un contexte actuel, en fait, lorsque je vous écoute en me disant qu'on a une réglementation qui est appliquée aujourd'hui à la vape, au liquide, qui n'est pas appliquée heureusement au matériel aujourd'hui en France dans ses limitations, mais ce matériel a lui-même aussi des réglementations qui sont censées appliquer et qui ne sont pas respectées. Et on profite de cet effet TPD finalement pour se dire, finalement, on s'en fout, il y a une TPD, ça passe. Pour le considérer comme depuis le début, c'est-à-dire pas du tout. C'est surtout ça, la TPD, on parle de TPD, mais moi je remets sur le tapis que bien avant la TPD, il y avait d'autres sujets et qu'au final, ça préoccupe pas grand monde. Donc l'incidence de plein de gens qui respectent encore pas la TPD, même sur les juice, etc., ils s'en foutent. Mais le petit magasin ne voit pas forcément l'impact immédiat tant qu'il n'y a pas un contrôleur qui vient chez lui. Donc nous, on n'est pas pour le contrôle, on serait pour la parfaite transparence en fait. Nous, on aimerait que tout soit vendu, mais en transparence, c'est-à-dire qu'un client qui achète un biberon, qui achète un truc avec du diacétyl, il sache que ce soit écrit dessus, que ce soit clair, qu'il sache à quoi il s'expose. Même si dans 20 ans, on dit le diacétyl, finalement, c'est pas un problème. Bon, très bien. Aujourd'hui, il y a un risque. Et la TPD, juste pour info, impose aux fabricants de ne pas mettre une substance connue nocive pour l'homme. Chacun son interprétation, mais il n'y a pas d'interprétation. On peut discuter des heures du fait que le diacétyl, il faut en vaper, il faut pendant 15 ans dans une usine en bouffer 8 heures par jour, etc. pour être malade. C'est démontré. Donc, le gros problème, c'est que la TPD ne te garantit pas la qualité d'un liquide. Il n'y a aucun contrôle. Demain, tu peux enregistrer un liquide full diacétyl, ça passe comme une lettre à la poste, quoi. Ce qui fait que quand tu es professionnel, non mais il n'y a pas de contrôle. Tu as tout à fait raison, mais le problème, pays, ce qu'on oublie en fait, la vape est un métier jeune avec beaucoup de jeunes entreprises et de jeunes entrepreneurs. Ce qu'on néglige aussi, dont je fais partie clairement, mais j'ai une culture un peu plus peureuse, si vous voulez, ou sécurité. Et le problème, c'est les effets dans 10 ans. C'est-à-dire, on dit toujours la vape, c'est mieux que la clope. Certainement. Mais il y aura des gens certainement malades avec des choses dans la vape, avec des pratiques 200 watts, pur diacétyl, 60 ml par jour d'arôme. Il est possible qu'éventuellement, il y ait des VG, voilà, qu'il y ait des problèmes, ou les PG trafiqués qu'on commence à voir, etc. On verra, dans 10 ans, est-ce que les gens assumeront ces maladies qu'il y aura sur le marché? Nous, on se dit toujours que c'est peut-être rabat-joie, c'est peut-être moins fun, c'est peut-être moins barbe et piercing, mais en même temps, ça parle plus aux fumeurs en réalité. Dans les boutiques, quand on a ce discours de sécurité, les gens sont totalement avec ce qu'on fait. Et dans nos boutiques, encore une fois, et c'est d'ailleurs pour ça cette année qu'on a choisi d'ouvrir des boutiques et d'investir tout notre argent là-dedans. On est une petite boîte, hein, on est passé de 2 à 4 boutiques à Paris. Mais c'est en propre, donc on a mis tous ces sous nous-mêmes. C'est parce qu'on sait faire ce travail, et c'est vrai qu'on n'a pas très confiance au marché en ce moment. On trouve que les gens vont un petit peu dans tous les sens, se rendent pas compte des conséquences de ce qu'on fait. Je pense que ça va revenir progressivement. On commence à reparler de mass tooling, on commence à avoir des pros qui disent moi je remonte la nicotine parce que je me rends compte que c'est un échec pour plein de gens de sortir avec du 3 mg, avec de la VG. Ils n'arrêtent pas de fumer, ils continuent, ils sont vapofumeurs. Donc il faut coller du 18, du 12 à un fumeur, comment il sache que ça existe, qu'il
sache que c'est un vrai outil pour lui pour arrêter. En lui filant du 3, c'est juste une solution de facilité pour qu'il sorte plus vite de la boutique avec son matos. Et donc voilà, la vape, c'est pas un métier si facile. Et puis l'expérience, je pense, montrera qu'il faut respecter toutes ces choses-là pour nos clients. Parce que là, on parle de loi, de machin. Mais nous, ce qu'on respecte avant tout, c'est nos clients, en leur filant pas de la merde. Voilà. Et toi, Xavier, tu as une proposition aussi pour les primos, pour le coup, sur tes espaces? Est-ce que, vu que tu es sur un secteur qui est quand même, comme je disais, assez high-end, finalement, est-ce que toi aussi, tu fais face à des gens qui veulent arrêter de fumer, qui trouvent tes produits géniaux Bah, typiquement, même dans les gens expérimentés, il y en a de plus en plus qui reviennent à ce qu'on appelle le MTL dans le jargon. C'est vraiment un tirage serré comme on pouvait avoir sur un Nautilus il y a 2-3 ans. Donc même les modeurs commencent à s'y mettre, les modeurs commencent à s'organiser, parce que c'est vrai que nous, ce qu'on appelle modeurs, c'est des artisans. Voilà. C'est des gens qui vont faire du matériel en plus petite série, qui vont pas être faits en Chine, qui vont être faits dans des petits ateliers, on va dire. Donc il y a des Italiens qui, toutes les box maintenant qu'on vend en bottom feeder sont marquées CE, avec un vrai CE, un vrai contrôle. On a également Svoe Mesto avec des atomiseurs faits en Allemagne qui ressortent des tirages ultra serrés. Mais quand je dis ultra serré, c'est le tank fait 2 millilitres. Mais vous allez vaper, vous allez juste le remplir une fois dans la journée tellement vous n'allez rien consommer en termes de liquide. Et on se rend compte, déjà les primo-accédants, on leur propose du matériel serré, voilà, donc qui ne va pas forcément être de modeur, qui va être fait en Chine. Et on propose également, pour ceux qui veulent du matériel peut-être un peu plus évolué, il y a toute une gamme de produits qui respectent toutes les normes en vigueur et je vous invite à passer peut-être sur le stand, mais c'est vraiment du tirage qui est... on se rend pas compte quand on voit ça, on a l'impression que c'est un peu un tirage un peu très, très aérien, très opulent, mais il s'avère qu'on peut avoir des tirages vraiment serrés où le primo-accédant, vous pouvez lui donner ça, il va clairement arrêter de fumer grâce à ça et vous pouvez mettre du 18 mg dans l'atto sans souci, quoi. est-ce que vous avez des questions? Eh bien non. Eh bien, merci Florent, merci Xavier, merci Grégory. Merci Mickaël. Et merci aussi à Vapexpo pour cette dernière conférence que je clôture. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de salon et puis rentrez bien tout le monde. Merci.